Thank you a lot, Sharon Teshu, and have a nice day. En ce qui nous concerne, nous revenons donc sur ce plateau pour la dernière ligne droite de notre émission, avec, comme toujours, notre invité Paul Ella, expert financier et bien sûr président de African Revival. Luc Michel, qui a donc pris congé de nous, appelé à intervenir chez nos confrères de Presse TV en ce moment. Et Paul est là. Je me retourne vers vous, toujours sur notre thématique. Alors, est-ce que les organisations sous-régionales peuvent jouer un rôle dans la lutte contre le terrorisme, et même régional, pourquoi pas? Je pense à l'Union africaine, la CEDEAO de l'autre côté, la CEAC par ici. Est-ce que ces organisations peuvent jouer un rôle dans la lutte contre le terrorisme qui nous est malheureusement imposé? Ces organisations doivent jouer un rôle. Est-ce qu'elles peuvent? Je n'en suis pas si sûr. En l'état actuel des choses, évidemment, ce n'est pas que de les sous-estimer que de le dire. Ce n'est pas une façon d'amoindrir leur capacité. Mais en fait, force est de constater que, malheureusement, toujours pour le déplorer, elle ne semble pas, en tout cas les personnes qui la tiennent, ne semblent pas afficher une volonté tenace de résorber de façon définitive cette question. Est-ce qu'elles en ont les moyens? Voilà, justement. C'est pour ça que j'ai parlé de pouvoir. Oui. C'est-à-dire qu'encore faudrait-il qu'elles puissent résoudre ce problème de terrorisme. Mais aussi qu'elles le veuillent. Parce que ne dit-on pas que vouloir c'est pouvoir lorsque la volonté affichée est résolue et déterminée. Parce que voyez-vous, vous ne pouvez pas prétendre vouloir une chose quand vous attendez tout de l'autre. Parce que vous comprenez très bien ce que je suis en train de vouloir dire, mais je vais être encore plus explicite. Ces organisations, en tout cas ces institutions, ces régionales et sous-régionales, malheureusement, souvent, sont à la solde de l'Occident, lequel même Occident n'a Dieu de façon légitime, j'ai envie de dire, que pour ses seuls intérêts. Et donc, c'est en réalité se retourner vers son bourreau pour demander de l'aide, pour être délivré des chaînes du bourreau. Oui. C'est contradictoire. Donc, on entend souvent, et ça m'afflige énormément, c'est les représentants de ces organisations internationales, de ces organisations régionales et sous-régionales africaines, solliciter de façon incessante une soi-disant aide de l'Occident. Je trouve ça complètement ridicule, contre-productif. De manière bilatérale, est-ce que ça peut se faire, comme on a vu avec le Rwanda, par exemple, qui est allé tout de suite aller secourir le pays frère et ami, la RCA, dans un cadre purement bilatéral. Et pas que le Rwanda, le Cameroun également, qui a déployé des troupes en Centrafrique. Et on a bien vu l'efficacité. Oui. Et j'aimerais que ce genre de cas, merci de les rappeler, c'est très important, j'aimerais que ce genre de cas, justement, fasse école et fasse écho auprès des Africains pour comprendre que c'est tout à fait possible de se défendre par soi-même. Il suffit d'être organisé, et j'insiste là-dessus, c'est une question de volonté, mais laquelle volonté ne peut être véritablement et résolument effective et efficiente que si il y a une réelle, que s'il y a un réel engagement dans un processus d'autonomisation de cette volonté-là. Et que ce ne soit pas à chaque fois des organismes régionaux et sous-régionaux africains qui sont à la solde des desiderata de l'Occident et qui sont dans la logique de la soumission aux injonctions des seules sirènes occidentales. Ça veut dire qu'il faut une bonne dose de sincérité, comme on a vu avec la FMM, la Force multinationale mixte, qui regroupait le Nigeria de Buhari, le Cameroun de Paul Biya, le Tchad d'Idriss Déby Itno. Absolument. Et il faudrait que les Africains le revendiquent, aussi bien les populations que les dirigeants revendiquent, parce que le respect ne se quémande pas. J'aime bien le dire, le respect ne se quémande pas, le respect ne se négocie pas. Donc, quand on entend des Africains dire « il faut que la France arrête de nous... enlève son genou du cou de l'Afrique, il faut que... » Mais non, ce ne sont pas des vœux pieux. C'est dans des actions et des actes concrets et déterminés. Et ça participe de l'engagement des populations pour comprendre, parce que c'est d'abord ça,
comprendre qu'on n'a pas besoin de l'aide occidentale, qu'elle soit économique, politique ou militaire. On a parlé tout à l'heure de l'alternative du bloc de l'Est, et j'ai insisté et j'insisterai toujours, ça comptez sur moi, sur le fait qu'il est important que les Africains intègrent que même une aide alternative à celle de l'Occident, notamment celle du bloc de l'Est, précisément la Russie, il est important, et j'insisterai toujours là-dessus, que les Africains intègrent que ça ne peut être que conjoncturel, ça veut dire circonscrit dans le temps, dans l'espace et selon nos priorités. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait une coopération sud-sud qui permette de sécuriser notre territoire et justement de combattre ce djihadisme pensé, fomenté, entretenu et financé par qui on sait. Mais encore faudrait-il que nos dirigeants prennent fait et cause pour les intérêts de leur peuple, et la sécurité en constitue un élément majeur. Alors, dans cette coopération sud-sud, on en a quand même expérimenté et ça a du mal à porter ses fruits. Je pense au G5 Sahel. Au départ, c'était une organisation purement africaine. Alors, vous m'excuserez si je souris un peu, mais je sais que vous avez compris pourquoi je souris. Mais écoutez, le G5 Sahel, à peine avoir été créé, a commencé à demander de l'aide. C'est précisément ce que je dénonce et ce que je déplore. Vous savez très bien qu'à peine avoir démarré ses activités, le G5 Sahel a attendu de l'aide de l'Union européenne. Mais c'est extraordinaire. Quand vous parliez de l'Union africaine, mais vous savez très bien qui finance l'Union africaine de façon majoritaire. L'Union africaine est financée par l'Occident à 80%. Donc, la main qui donne est au-dessus et donne la direction et montre la direction et la voie à suivre. Et donc, précisément, et je reviens sur ce que j'ai dit à l'entame de mon propos dans cette question d'action ou de réaction efficace au niveau des structures institutionnelles, régionales et sous-régionales, c'est que j'ai dit, il ne suffit pas, la question n'est pas tellement est-ce qu'il faudrait que ces institutions, en tout cas régionales et sous-régionales africaines, se défendent. La question c'est est-ce qu'elles peuvent, est-ce qu'elles en ont les moyens et avant de pouvoir, est-ce qu'elles le veulent et vouloir, c'est mettre en œuvre et en ligne de marche toutes les possibilités, tous les ingrédients pour justement se défaire de la dépendance occidentale. Sinon, en réalité, ça reste des vœux pieux. C'est-à-dire qu'on aura l'impression qu'ils vont dire des choses par le discours politique, mais en réalité, il n'y aura aucune volonté parce qu'ils seront tout simplement des valets des caisses de résonance de l'Occident et on n'aura jamais la moindre sécurité de notre territoire parce qu'il n'y aura jamais la moindre concertation entre nos dirigeants, entre nos chefs d'État, il n'y aura jamais la moindre organisation et les frontières africaines seront toujours poreuses et l'Occident continuera, comme il a si bien commencé, à infiltrer des pseudo-terroristes qui sont en réalité entretenus et qui sont à leur solde pour déstabiliser l'Afrique au gré de leurs intérêts. Est-ce qu'on peut compter par exemple sur les Nations Unies pour accepter tout d'abord la mise en place d'une force purement africaine, mais surtout de mettre cette force, de la placer sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui a été refusé, il faut bien le dire malheureusement, à la force du G5 Sahel? Voilà, la réponse est dans votre question. Donc, non. Vu que cela s'accentue, est-ce que les Nations Unies pourraient être un peu plus clémentes pour que vraiment ça se fasse? Non, certainement pas. On n'attend pas des Nations Unies qu'ils soient cléments, qu'elles soient clémentes, enfin, en tant qu'organisation. Ça rejoint, et vous voyez que je suis cohérent dans ce que j'ai dit depuis le début, depuis l'entame de cette émission, à savoir qu'on n'attend pas que les gens nous aiment. On ne devrait pas attendre que les gens nous aiment, que les gens fassent preuve de compassion, que les gens nous aident, que les gens soient nos copains, que les gens soient philanthropes. Non, ce n'est pas ça qu'on attend. En réalité, l'Afrique doit pouvoir s'affirmer et ne pas attendre la magnanimité, la clémence de quelques pays que ce soit, fût-il puissant, ni de quelque organisation que ce soit, fût-elle l'ONU. Mais est-ce que l'appartenance à cette organisation, justement, l'ONU, ne nous donne pas de facto le droit aussi de revendiquer quand même ce chapitre 7 qui est jusqu'à date refusé
au G5 Sahel. Vous savez très bien ce que représente l'Afrique dans le concert des nations. Vous savez très bien... on a quand même la plus grande représentation, je veux dire, très bien, en nombre. Très bien, mais sous l'égide de qui? Alors, c'est aux Africains de réclamer et d'exiger. Parce qu'il ne s'agit pas de négocier. Je vous assure, les Africains ont tout ce qu'il faut pour s'imposer. Nous avons le nombre. Nous avons 60% de la puissance économique en termes de potentiel, de ressources, du sol et du sous-sol. Nous avons le climat le plus clément en termes de prospérité économique, en termes de production. Nous avons des hommes, je l'ai dit tout à l'heure, en quantité et en qualité. Nous avons une jeunesse en Afrique, au moins subsaharienne, qui constitue 50% de la population de l'Afrique à moins de 15-16 ans. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente pour l'avenir? Donc, en réalité, l'Afrique a tous les... L'Afrique, c'est comme cet être humain pauvre, enfin pauvre de façon... dans la tête déjà, parce qu'on lui aurait dit qu'il serait pauvre, mais qui est assis sur une mine d'or. C'est exactement ça, et qui commande un bol de riz. Et celui qui pille en fait son or, lui donne le bol de riz. C'est ça en fait l'image de l'Afrique. Donc il est question que les populations africaines, et c'est ça notre combat, prennent conscience de ce que aucune aide ne peut leur permettre d'émerger, parce qu'il n'a jamais été question d'aider l'Afrique. Chaque fois qu'on dit aide, en réalité derrière, c'est une grosse arnaque pour continuer de piller et de spolier. Et que les dirigeants africains, on espère, on appelle cela de tous nos voeux, puissent enfin comprendre. Si ceux d'aujourd'hui ne comprennent pas, on espère que ceux de demain comprendront. Si ceux de demain ne comprennent toujours pas, les populations prendront leurs responsabilités pour enfin faire comprendre à nos dirigeants actuels et futurs qu'il est hors de question de continuer de laisser l'Afrique être la risée du monde, tout simplement parce qu'ils se soumettent aux injonctions de l'Occident, alors qu'ils ont le pouvoir réel économique s'entend, puisque l'Occident ne dépend que de l'Afrique et qu'en réalité, c'est l'Occident qui a besoin de l'Afrique et pas l'inverse. Et eux le savent, mais curieusement, bon nombre de nos dirigeants continuent de tendre la main pour ce qu'ils ont, alors qu'en réalité, ce qu'on prétend constituer l'aide, et je l'ai souvent dit, ce qu'on prétend constituer l'aide venant de l'Occident est en réalité une entourloupe. Parce que cette aide vient comment? Sous forme de dette, mais laquelle dette en réalité est créée par la planche à billets qu'ils ont seuls le droit de faire tourner. Et cette planche à billets n'ayant pas de reflet économique en termes de biens matériels, quand ils soi-disant prêtent cet argent à l'Afrique, créé ex nihilo, l'Afrique qui a toutes les richesses va donc leur rembourser cet argent, mais cette fois-ci avec une correspondance réelle et matérielle. Et c'est comme ça qu'on entretient les économies occidentales. Et quand on nous dit que l'Occident est riche et que l'Afrique est pauvre, en réalité, c'est une arnaque, c'est une inversion de rôle. Donc, à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités et à nos populations d'être conscientes et de susciter le changement par la base. Responsabilité, prise de conscience, voilà ce qui résume bien sûr notre édition de ce matin, Ligne Rouge. Infiniment merci à vous, Paul Ella. Et surtout beaucoup de courage. Je vous rassure, j'ai reçu plusieurs messages de nos téléspectateurs qui partagent votre douleur et surtout qui n'attendent que le programme des obsèques pour vous accompagner quand il sera question d'amener notre chère mère à sa dernière demeure. Merci à vous. Merci beaucoup. Maman Lydie nous a quittés et je suis très touché par tous ces messages. En off, vous m'avez montré quelques-uns et je remercie tous ceux-là, tous les téléspectateurs. C'est très touchant, c'est très réconfortant. Et on comprend bien que nous ne sommes pas seuls. Voilà. On est sur les plateaux, on défend une cause que vous partagez, que vous encouragez, mais dans la vie privée également, quand il y a des situations difficiles, et c'est très touchant, c'est très encourageant, et ça prouve qu'on est une famille. On a des réactions comme ça, je ne m'y attendais pas forcément, surtout que vous m'avez agréablement surpris en faisant part de cela, et je vous en remercie. Et donc, c'est très chaleureux, c'est très réconfortant. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et qui m'ont apporté leur soutien moral dans cette épreuve difficile. Et un grand merci à Luc Michel qui était